Alors, on vient de l'entendre avec Bonjour. Elisabeth Guedel. Donald Trump a eu un long coup de fil à bord d'Air Force One avec Volodymyr Zelensky. Il met au passage la pression sur les dirigeants européens. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le résultat de ce sommet? Donald Trump a échoué à arracher un cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Le président ukrainien annonce qu'il se rendra lundi à Washington. Que peut-il obtenir? Eh bien, écoutez, je pense que tout ceci montre l'échec du président Trump, qui était, comme vous l'avez dit, allé là-bas pour avoir un cessez-le-feu. Il n'a rien eu. Et maintenant, il cherche à rejeter la faute, bien sûr, sur les Ukrainiens et les Européens. D'où cette réunion de lundi. Monsieur Zelensky va y aller, mais si on comprend entre les lignes ce qu'a dit Monsieur Poutine, il n'a pas bougé d'un iota. D'ailleurs, il est assez symptomatique que dans la conférence de presse, qui dure 12 minutes, il y en a quasiment 8 minutes pour Monsieur Poutine, qui lit un papier. Ça veut dire que c'était des éléments de langage prévus avant la réunion. Donc, il n'a rien changé. Et Monsieur Trump n'a pu faire que deux choses, annuler le déjeuner et réduire la durée de la conversation et maintenant essayer de refourguer le ballon, si j'ose dire, à M. Zelensky. Justement, Volodymyr Zelensky, lundi à Washington, que risque-t-il? Est-ce que, il pourrait avoir moins d'armes pour mener sa guerre? Et il risque d'abord d'avoir une proposition russe qui va lui être proposée, qu'il a refusée depuis le départ, c'est-à-dire l'annexion des 4 Oblats qui ne sont toujours pas occupés par l'armée russe, et donc la nécessité pour les forces ukrainiennes de se retirer de la partie de ces Oblats qui sont encore sous contrôle ukrainien. Ça, c'est l'effet majeur. Parce que sur l'armement, les Européens ont bien comblé le trou pour l'instant et ont même obtenu, en fait, ils achètent du matériel américain qu'ils cèdent aux Ukrainiens. Donc, ce n'est pas tellement sur le domaine du matériel, c'est surtout sur la position finale d'acceptation d'un cessez-le-feu en passant par la cession de territoire. Justement, Vladimir Poutine, on l'a vu souriant, très à l'aise, visiblement satisfait d'être d'ailleurs traité d'égal à égal avec Donald Trump. En passant, il s'évite des sanctions américaines. Quels ont été les éléments de langage qu'a utilisé cet ancien KGBiste pour retourner la situation à son avantage? Je pense que l'élément majeur, c'est la fermeté, ne pas bouger, garder les mêmes positions. Et le deuxième point, c'est avoir une emprise sur le président Trump. Alors là, on peut se poser quelques questions tout de même, parce que depuis 7 mois, là, le président Trump avait considérablement évolué pour se rapprocher de la position ukrainienne. Et après ce tête-à-tête, eh bien, il se met dans les mains de Moscou. Il y a beaucoup d'informations qui courent sur le fait que personnellement, il serait tenu par les Russes, en particulier à cause de l'emprise russe sur son empire immobilier. Mais je pense qu'il y a deux autres arguments. Il y a le fait qu'il cherche, et je pense qu'il va échouer, mais il cherche à éloigner la Russie de la Chine, qui est son adversaire principal. Je crois que c'est un point important. Et puis le dernier point, c'est un problème de politique intérieure américaine dans lequel il n'arrête pas de dire que s'il avait été président, il n'y aurait jamais eu cette guerre. Donc c'est de la faute des démocrates et de M. Biden. Ce que d'ailleurs M. Poutine a souligné également. Et est-ce que l'issue de ces échanges va changer quelque chose sur le terrain? On voit notamment que les forces russes arrivent à progresser un petit peu en Ukraine depuis quelques semaines. Alors je pense qu'on a tendance à exagérer l'arrivée des forces russes au nord de Pokrovsk, tout simplement parce que les Russes ont changé, ont voulu avoir une image de la progression russe, c'est-à-dire des soldats qui lèvent les drapeaux russes sur des immeubles. Et donc, il y a quelques forces spéciales et des reconnaissances qui ont été envoyées en avant. Mais depuis, et ça fait plus de 3 jours, les Russes n'ont pas réussi à renforcer le dispositif. Et les Ukrainiens ont envoyé des forces qui contre-attaquent actuellement. On verra dans les 48 heures ce qui se passe. Mais je pense que c'était surtout pour renforcer la propagande russe que cette offensive a été menée dans les interstices de la défense ukrainienne. Merci beaucoup, Général, pour ces éléments d'analyse.